Alors, oui. Et au niveau du nombre de migrants internationaux, l'Asie se place en deuxième position, juste derrière l'Europe. Ces migrations n'ont pas seulement gagné en intensité, mais ont aussi entraîné une évolution qualitative dans cette région. La Corée du Sud représente un exemple typique de ces pays. En effet, elle a été un pays d'émigration pendant 120 ans, mais dans les années 80, elle a commencé à recevoir des étrangers. Ce changement de statut n'est pas sans poser de problème à la société coréenne, et la formation linguistique des immigrés, un de ces problèmes. Bon, l'origine et l'état actuel de l'immigration en Corée du Sud. Pour se tirer des affres de la pauvreté des années 50, le gouvernement coréen a lancé au début des années 60 un grand projet d'industrialisation et de modernisation du pays. Pendant 30 ans, les Coréens ont travaillé dur pour réaliser le miracle sur le fleuve Han. Ce développement rapide de l'économie a donné lieu à deux grands problèmes sociaux: manque d'épouses dans les zones rurales d'une part, manque de main-d'œuvre dans les entreprises d'autre part. Pour résoudre ce problème, la Corée du Sud a accepté les flux migratoires massifs. Le nombre est passé de 50 000 en 1990 à 1 210 000 personnes en 2010, soit 25 fois plus en 20 ans. Ces gens sont venus de 180 pays différents. Le groupe le plus important, c'est celui des travailleurs. Ils sont au nombre de 731 000 et les épouses étrangers composent le deuxième groupe avec 142 000 personnes. La part des immigrants ne représente pour l'instant qu'un peu moins de 3% de la population totale, mais quelques projections suggèrent qu'elle atteindra 5% en 2020. Alors, les travailleurs immigrés. Jusqu'aux années 70, la Corée du Sud a été un pays d'émigration des travailleurs. Mais la tendance s'est inversée dans les années 80, et cela pour les trois raisons suivantes. Niveau de vie élevé, augmentation du taux d'inscription à l'université et droit au travail amélioré. Les travailleurs coréens ont alors commencé à éviter les emplois dits 3D, dirty, ah oui, ça y est, voilà. Dirty, dangerous and difficult. Et ce qui a amené petites et moyennes entreprises à faire face à un sérieux manque de main-d'œuvre. Lors des Jeux olympiques d'été de 1988, un grand nombre d'étrangers sont entrés avec un visa touristique et bon d'entre eux sont restés pour un travail clandestin. En 1993, on a commencé à recevoir des travailleurs stagiaires. En tant que stagiaires, ils ont été beaucoup moins bien payés que les autres travailleurs et ont couru le risque de se trouver dans une situation inégale en changeant d'employeur. Cette mesure étant vivement critiquée, le gouvernement sud-coréen a adopté en 2003 la loi relative au permis de travail des travailleurs immigrés. Les travailleurs munis de ce permis peuvent travailler pendant une période maximum de 5 ans. Avant 2005, il n'y avait aucun contrôle officiel sur le niveau du coréen des travailleurs étrangers. Mais depuis 2005, pour obtenir un permis de travail, tous les travailleurs doivent se présenter au test coréen qui s'appelle TOEFL, Test of Proficiency in Korean, et obtenir au moins 80 points sur 200. Mais cela étant dit, le niveau de coréen exigé n'est pas élevé et une fois arrivés en Corée, la plupart des travailleurs n'ont pas l'occasion d'améliorer leur coréen
car ensuite tout dépend des besoins ou de la bonne volonté des employeurs. Mis à part les entreprises, il y a aussi des organismes de soutien civil et religieux qui proposent 2 ou 3 heures de coréen le week-end, mais ce service est loin d'être satisfaisant pour les raisons suivantes. Les travailleurs n'ont pas assez de temps pour suivre les cours, les enseignants volontaires ne sont pas suffisamment formés, les manuels ne sont pas conçus en fonction des besoins spécifiques des travailleurs. Maintenant, les épouses étrangères. L'industrialisation des années 60 et 70 a eu pour résultat l'exode rural. Puisque tous les pays industrialisés ont connu un tel exode, ce n'est pas un phénomène unique. Ce qui fait la différence entre la Corée du Sud et les autres pays, c'est le grand déséquilibre entre les sexes chez les gens qui ont quitté la campagne pour aller vivre en Corée, en ville. On peut trouver ici une influence du confucianisme qui est encore très fortement marquée dans la société coréenne. Ce déséquilibre a duré tout au long des années 70 et 80, et à la fin des années 80, les vieux garçons ruraux avaient du mal à trouver une épouse. La première solution adoptée a été d'encourager le mariage international avec les Chinoises d'origine coréenne qui parlent coréen et qui partagent une bonne part de la culture coréenne. Elles ont été suivies par les Chinoises de Chine populaire. Au début des années 80, les mariages internationaux se faisaient avec les ressortissantes des Philippines, de Thaïlande, de Mongolie, puis à la fin des années 80, les Vietnamiennes les ont suivies. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur en 2010, à peu près 182 000 étrangers sont venus en Corée en raison du mariage international. Ce type de mariage touche 1 couple sur 10 en Corée du Sud, 4 couples sur 10 à la campagne. Sur les épouses étrangers, 90% sont des femmes. Les Chinoises sont les plus nombreuses, à peu près la moitié. Et puis viennent les Vietnamiennes, les Japonaises, les Philippines, les Cambodgiennes. Comme vous le savez, la plupart des Japonaises sont venues en Corée par l'intermédiaire de l'Église de l'Unification. Le mariage international donne parfois lieu à des conflits, voire des violences conjugales, au divorce, au retour dans le pays natal. Le problème de communication touche le cœur des conflits, car ces conflits commencent par une communication manquée et se terminent par une communication réussie entre les conjoints. La compétence communicative en coréen s'avère d'autant plus importante que les épouses étrangères assument plusieurs rôles dans la vie quotidienne. Épouse, mère, belle-fille, bonne voisine, etc. Cependant, il y a un grand écart entre leurs compétences réelles et l'attente de leur entourage. Tout d'abord, comme le coréen n'est pas exigé pour l'immigration légalisée par mariage, 80% des épouses étrangères arrivent en Corée sans aucune formation linguistique. Ensuite, en Corée, trop occupées par les tâches domestiques, elles ne peuvent pas se libérer facilement pour assister aux cours de coréen offerts par différents types d'organismes. Le Centre d'aide aux familles multiculturelles, un des plus importants organismes gouvernementaux, offre aux nouvelles migrantes une série de coréens gratuits. Les autorités régionales autonomes proposent elles aussi des cours de coréen, mais ces cours sont souvent moins systématiques que les cours du Centre d'aide aux familles multiculturelles. Enfin, la famille de l'épouse étrangère n'est pas toujours favorable à son apprentissage du coréen. Au début, tous les maris encouragent les épouses à apprendre le coréen, mais une fois un certain niveau atteint, ils veulent qu'elle reste à la maison, de peur qu'elle soit attirée par un travail lucratif
ou qu'elles se plaignent de leur sort en se comparant aux autres. Pour résoudre ce problème, les organismes actuels préfèrent aujourd'hui envoyer des employés ou des volontaires chez l'épouse étrangère. Et alors, les enfants de couple mixte, pardon. En 2010, il y a 122 000 enfants concernés. Sur ces enfants, près de 100 000 enfants sont nés entre Coréens et étrangers, et 90% de ces étrangers entre un pays coréen et une mère d'autres pays d'Asie. C'est cette combinaison qui pose le plus gros problème aux enfants, car la langue de la mère est différente de celle de l'école et de celle de la société. Leur problème commence dès la naissance. Les beaux-parents et le mari demandent à la mère étrangère de s'adresser au nouveau-né uniquement en coréen, en appelant qu'il est coréen. Comme nous l'avons vu, le niveau de coréen des épouses étrangères est très bas, à moins qu'elles soient chinoises d'origine coréenne. La mère étrangère est alors obligée de commencer sa première leçon dans la vie dans une langue qu'elle ne maîtrise pas bien elle-même. Le progrès du langage de l'enfant peut ainsi être retardé ou troublé par ce faux pas. Comme le langage sert de base à tout enseignement, l'enfant risque de ne pas réussir à l'école. Si le problème de différence physique s'ajoute à ces deux problèmes, l'enfant peut se retrouver ignoré et isolé des enfants du même âge, et il risque aussi de remettre en question sa propre identité. C'est seulement en 2006 que le ministère de l'Éducation nationale a publié sa première circulaire officielle sur l'éducation des enfants de migrants. Ce que nous regrettons dans ces circulaires successives, c'est qu'il insiste que sur l'enseignement du coréen seconde langue pour ces enfants nés en Corée et qui parlent le coréen comme première langue et non pas en seconde langue. Une autre critique est liée à l'essence de l'éducation. Si on définit l'éducation comme étant l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs d'un individu, l'éducation doit prendre en compte ce que chaque individu possède vis-à-vis des autres. Pour le cas de nos enfants, il s'agit de la potentialité d'être bilingue. Effectivement, ils se trouvent dans une situation incomparablement favorable pour apprendre deux langues sans effort conscient si chacun de ses parents s'adressait à lui dans sa langue maternelle dès la naissance. Si nos enfants deviennent des bilingues équilibrés, ce serait un épanouissement et plus de compétitivité pour eux, une bonne passerelle verbale pour les parents qui parlent deux langues différentes, un enrichissement culturel pour la société coréenne et des ressources humaines compétentes pour l'État. Nous n'attendons pas cependant du ministère de l'Éducation une éducation bilingue, car le nombre d'enfants concernés est encore trop faible pour ce type d'éducation qui coûte trop cher. Nous souhaitons seulement que le ministère de l'Éducation change de cap, c'est-à-dire qu'au lieu d'insister tout le temps sur l'enseignement du coréen langue seconde, qui est loin de la réalité des enfants de migrants, il encourage le bilinguisme institutionnellement. Par exemple, faire comprendre aux parents les valeurs et la nécessité du bilinguisme, valoriser les langues minoritaires en proposant une ou deux de ces langues comme matière en option à l'école et au collège, créer des classes de langues minoritaires dans les lycées de langues étrangères, fonder des lycées professionnels internationaux et finalement pour prendre en considération les compétences bilingues et interculturelles lors de l'admission à l'université. Maintenant, une petite conclusion. Les Coréens ont vécu longtemps
Et certains d'entre eux vivent encore dans le mythe de l'homogénéité ethnique et culturelle du pays. La collision entre l'unicité traditionnelle et la diversité croissante risque de causer de violents conflits dans la vie quotidienne. Pour éviter de tels malheureux événements, le gouvernement met en place des politiques pour subvenir les besoins des immigrés, mais ces mesures sont tentées le plus souvent d'assimilationnisme. Heureusement, de plus en plus de gens, on commence à mettre en cause ces attitudes et ces mesures assimilationnistes et à s'ouvrir à la diversité linguistique et culturelle des immigrés, en suivant le conseil de Jules Verboom, un sociologue français, mais je cite, parce que moi j'aime bien cette phrase, « Déraciner les autres est un crime et se déraciner soi-même est une conquête. » Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Au Kenya.